Le directeur d'Airbnb pour la France et la Belgique est mon invité ce matin. Bonjour Emmanuel Maril. Bonjour Olivier. Le 30 avril dernier, un décret a été publié qui autorise aux villes de plus de 200 000 habitants d'exiger aux particuliers qui louent leur logement sur Airbnb de s'enregistrer justement auprès de la mairie. C'était voulu par les hôteliers. Est-ce que c'est une défaite pour Airbnb ? C'est pas une défaite pour Airbnb, il n'y a pas de perdant dans l'histoire, que ce soit les hôteliers ou globalement l'activité touristique en France. Non, Vous y étiez opposé, c'est pour ça que j'ai osé parler de défaite. C'était une loi qui a été votée il y a un peu plus d'un an maintenant. Le décret est rentré il y a un mois en application. C'est la loi numérique, une partie de la loi numérique, pardon, et on trouve toujours que c'était disproportionné par rapport à l'effet escompté. C'est-à-dire que, juste qu'on se dise bien les choses, plus de 90%, l'immense majorité des hébergeurs sur la plateforme Airbnb sont des personnes qui sont comme vous et moi, c'est-à-dire des particuliers qui louent leur résidence principale quelques jours par an. En moyenne, en France, c'est 26 nuits par an. Et donc, un décret comme celui-ci va permettre probablement d'adresser une toute petite partie du sujet, du sujet global Airbnb. Et cette toute petite partie du sujet, c'est ce que certains maires craignaient, c'est-à-dire de voir des logements devenir de véritables activité Airbnb à temps plein. L'objectif de cette mesure, c'était notamment de limiter à 120 jours justement le nombre de nuitées disponibles pour un logement, notamment les logements principaux. Ça représente combien de personnes aujourd'hui sur Airbnb, cette frange-là ? Mais 120 jours, en fait, c'est l'objectif de ce décret, c'est pas le limiter à 120 jours. La loi, depuis 2014... c'est de favoriser le contrôle, justement. De permettre aux villes, éventuellement, de savoir qui loue sur Airbnb dans la ville. Les 120 nuitées par an, je le redis encore une fois, la moyenne en France, c'est 26 nuitées. À Paris, c'est à peine plus de 30 nuitées par an. Donc on est à des années-lumière des 120, 350 nuitées, etc. en général. L'immense majorité des hébergeurs le font de manière occasionnelle pour avoir un revenu complémentaire et le louent quelques semaines par an. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Alors pourquoi l'hôtellerie ou d'autres acteurs ont tant insisté sur ce point ? Parce que je pense qu'on a tendance à vouloir tomber dans un fantasme qui serait de dire qu'il y a évidemment une professionnalisation de la plateforme Airbnb, ce qui n'est pas le cas. Il y a des professionnels sur la plateforme, il y a des gîtes, il y a des maisons d'hôtes, etc. Mais on est sur quelque chose de particulier. Je pense que c'est aussi un moyen de vouloir essayer de contrôler une activité qui est l'économie collaborative de manière un peu exagérée. Et je pense qu'il ne faut pas étouffer, il faut pas contrôler, il faut réglementer intelligemment. L'une des autres actualités, c'est que vous allez prochainement collecter la taxe de séjour dans une 50aine de villes, contre environ 19, si je ne me trompe pas. Vous pouvez corriger si c'est le cas. Ça devrait représenter à peu près quelle recette, selon vos estimations, en termes de distribution, de richesse ? Alors, c'est difficile d'anticiper. On collecte déjà dans les 50 marchés depuis début mai, en fait. Et vous avez raison, on collectait dans 19 marchés depuis l'été dernier. À Paris et à Chamonix depuis beaucoup plus longtemps. Et depuis début mai, dans 50 marchés en France. Sur les 6 derniers mois de l'année, les 20 marchés, ça représentait un peu plus de 7 millions d'euros de recettes. Donc, en termes de projection, c'est un peu plus délicat de le voir sur les autres marchés, mais voilà. L'idée globale, c'est Airbnb veut montrer la voie et vraiment jouer son rôle de leader à plein, c'est-à-dire de collecter, non pas dans 50 marchés, mais éventuellement dans les 14 000 communes qui collectent la taxe de séjour. Donc on est en discussion, on est en train de regarder un petit peu comment on peut le faire pour intégrer cela dans notre outil directement et faciliter la vie des utilisateurs. L'enjeu, c'est de faciliter la vie des hébergeurs, qui n'est pas à la collecter eux-mêmes, mais qu'on le fasse pour eux de manière automatique. Et puis, c'est aussi l'impact économique d'Airbnb en France sur les communes qui est également en jeu. Aujourd'hui, cet impact économique, vous le chiffrez comment ? Alors, on le chiffre autour de 6,5 milliards d'euros en 2016. On le chiffre, il y a deux sources. Il y a l'argent, évidemment, qui va être reversé aux hébergeurs parce qu'ils ont accueilli des millions de touristes l'année dernière en France. Donc c'est une grosse partie de ces 6,5 milliards. Et l'autre partie, qui est l'activité générée par ces touristes en France sur environ 160 euros par jour dans la restauration, dans les transports, dans les visites, etc., une fois qu'ils sont dans un Airbnb. Ce qu'il faut bien noter, c'est que quand on vient dans un Airbnb, on reste généralement assez longtemps, plus longtemps que dans l'industrie touristique plus traditionnelle. On reste autour de 3,6 nuitées par an. Par séjour, pardon. Alors, vous avez évoqué ce chiffre de 6,5 milliards
milliards d'euros d'impact économique. Dans une étude Asteres que vous aviez commandée, vous parlez également de plus de 30 000 emplois soutenus, de 8 millions d'arrivées de voyageurs donc pour l'année 2016. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est aussi ce que cette étude ne dit pas également, c'est-à-dire que ma question, si aujourd'hui un Français loue sur Airbnb un logement à un autre Français, un logement qui est situé en France, par où transite l'argent? Est-ce que c'est par votre filiale française ou par une filiale située dans un pays à faible fiscalité? Si un Français loue un Airbnb à un autre Français ou à un étranger, aujourd'hui c'est 50-50 à peu près, hein, entre le domestique et l'international, l'argent va être entre guillemets transféré par notre circuit classique qui passe, je crois, par l'Irlande, il me semble, et il va y avoir, mais qui va être reversé quasiment immédiatement, en fait, à partir du moment où quelqu'un rentre dans un logement, l'hébergeur va être payé 24 heures après directement par notre plateforme. C'est juste un moyen de garantir le paiement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le moyen de prêter sa résidence secondaire au principal, c'était souvent par des sites de petites annonces. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on garantit le paiement et on permet donc finalement de sécuriser une partie donc des transactions qui vont avoir lieu entre un hébergeur et un voyageur. Mais est-ce que vous ne pourriez pas garantir ce paiement en faisant transiter l'argent par la France et notamment... Mais parce qu'en fait, on est quand même un groupe assez mondial. On est présent dans 191 pays, plus de 60 000 villes. Notre enjeu à nous, c'est de trouver sur chacun des continents des synergies sur ce type de transfert et ce type de processus. Pas uniquement sur les paiements, évidemment. Et donc, pour simplifier cette tâche-là, notre modèle, c'est un modèle mondial. Il y a des dizaines de millions de voyageurs dans le monde. Il y a en France, vous l'avez dit, pareil, plus de 8 millions en 2016. Donc, on est sur des choses qui sont à très grande échelle. Il y a 9 millions d'utilisateurs d'Airbnb en France. Il y en a des dizaines de millions dans le monde. On ne peut pas avoir quelque chose qui soit trop fin, vu la taille aujourd'hui de notre activité et l'engouement suscité par Airbnb. Mais lorsqu'on voit que le taux d'impôt sur les sociétés en Irlande, il est de 12,5%, et beaucoup plus élevé en France, plus de 30% ou de 28% selon les cas, est-ce que vous craignez pas de pouvoir être taxé d'optimisation fiscale alors que dans votre communication, vous mettez beaucoup en avant votre impact économique sur la France? Est-ce que vous faites, c'est une question de l'optimisation fiscale? Mais ce qui est important de noter, c'est que sur une nuitée à 100 € payée en France par un étranger ou un Français, pratiquement 10% de ce montant va être pour Airbnb. 90% sont reversés à l'hébergeur. La grosse création de valeur, et c'est ça qui est fondamental de bien garder à l'esprit, l'immense partie de la création de valeur, elle est pour nos hôtes, pour notre communauté d'hébergeurs. C'est ça qui est fondamental. Donc il y a d'un côté des voyageurs qui vont voyager, découvrir un pays de manière complètement différente depuis quelques années grâce à Airbnb, et de l'autre, des hébergeurs qui vont avoir un revenu complémentaire, rencontrer du monde, et cette formidable création de richesse, elle est locale, elle est tout à fait française. C'est ça l'enjeu. Là, vous parlez des utilisateurs, mais si on parle de la fiscalité au niveau de l'économie nationale, ce qui passe notamment par l'État, qui après peut s'occuper de la redistribution des richesses, est-ce que justement Airbnb, en passant par l'Irlande pour faire transiter les transactions, ne pourrait pas plutôt le faire en France, par exemple, justement, ne serait-ce pour vous éviter des critiques, par exemple? Moi, je ne suis pas législateur, je ne suis pas encore moins législateur européen. Si demain, il y a une harmonisation des conditions fiscales entre les pays d'Europe, entre l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, que sais-je, il n'y a aucun problème. Airbnb se conformera, quoi qu'il arrive, à la loi. Airbnb est totalement dans le cadre de la loi. Une entreprise comme la nôtre, avec une telle communauté, ne pourrait pas même se permettre, évidemment, d'être hors ce cadre-là. Donc, moi, ma pensée là-dessus, elle importe peu. La globalité, c'est qu'il y a aujourd'hui probablement un enjeu d'uniformisation fiscale au niveau européen. Donc, au chef d'État de faire le travail. Ou au ministre de l'économie, enfin peu importe, aux personnes responsables en tout cas. Allez, autre sujet pour terminer cette interview, vos nouvelles activités en France, on vous connaît notamment pour la location donc de logements. Vous avez récemment lancé également Trips, c'est proposer des nouveaux services. Vous espérez que ça représente quoi dans votre activité globale, ces services complémentaires ?
On pense qu'il y a un enjeu à moyen terme d'avoir un nouveau pilier évidemment fort dans notre économie. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que en fait, jusqu'à présent, pour être sur Airbnb, il fallait être propriétaire d'une résidence principale ou secondaire ou avoir l'accord de son propriétaire quand on était locataire. Donc ça restreignait un petit peu l'utilisation de cette économie collaborative à une certaine partie de la population. Le fait d'ouvrir cette plateforme Trips permet aussi d'avoir des gens qui vont partager leur passion, leur centre d'intérêt et faire visiter Paris ou Marseille à travers leurs yeux, leurs regards sur le jazz, la sculpture ou le hip-hop par exemple à Marseille. Et donc de pouvoir faire découvrir une ville, un lieu à travers leur passion. Donc on va rendre plus de gens acteurs du tourisme et moins spectateurs. C'est ça l'enjeu principal. Donc est-ce que ça sera un nouveau pilier aussi fort que l'hébergement? Je ne sais pas, je l'espère évidemment. En tout cas, on voit qu'il y a très beau départ, un très beau lancement là-dessus. Il y a plus de 100 expériences à Paris aujourd'hui. Il y a une croissance de semaine en semaine qui est très très forte. Et on voit surtout des commentaires, des revues, allez sur l'application, je vous engage, vous verrez, qui sont absolument dithyrambiques sur ces expériences-là. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en ce moment sur ce secteur-là. Et votre objectif par là est-il quelque part de transformer Airbnb d'une plateforme de location au sens strict à une plateforme de tourisme à terme au sens large? Vous avez utilisé les bons mots, mais je vais les juste reformuler. Bien sûr. Évidemment, c'est de transformer le voyage. Vous parlez de transformation, c'est de transformer le voyage pour que les gens qui voyagent aujourd'hui avec Airbnb puissent avoir quelque chose qui ressemble un peu à ce que les gens souhaitent avoir, c'est-à-dire du sur-mesure, créateur de souvenirs, très authentique ou hyper connecté, où on rencontre des gens, que ce soit sur l'hébergement ou sur l'activité. Vraiment transformer le voyage, je pense que c'est ça l'enjeu. Transformer le voyage. Merci Emmanuel Maril, je rappelle, directeur d'Airbnb en France et en Belgique.